Donc nous allons commencer, si peut-être que d'autres participants nous rejoindront en route, et de toute façon la présentation sera mise en ligne. Donc bienvenue au 4e webinaire de l'OFAC, qui s'inscrit dans l'atelier de renforcement de capacité en cartographie de l'occupation du sol et des types forestiers sur base des satellites Sentinelle, principalement des satellites Sentinelle 1 et Sentinelle 2. Et donc ce 4e webinaire portera sur les méthodes de classification numérique. Donc ce webinaire est donné par l'UC Louvain. Je me présente, je m'appelle Juliette Dalimier, je viens de l'UC Louvain et ce webinaire est donné en collaboration avec le CIRAD, le CIFOR, FR Imaginerie et la Commission européenne. Donc les 5 webinaires, on se trouve au 4e webinaire. Le premier portait sur la plateforme d'acquisition des images Sentinelle. Le deuxième webinaire portait sur la typologie. Et une proposition de typologie a été faite. Celle-ci a déjà beaucoup évolué depuis. Ensuite, le troisième webinaire portait sur les méthodes et les outils de collecte de données et d'échantillonnage. Et ce webinaire portera sur les méthodes de classification numérique. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner votre adresse email, n'hésitez pas à nous la communiquer via le chat. Veuillez à ne pas enclencher le micro pour éviter les interférences. Et alors, si vous avez des problèmes de son, voilà ce qu'il faut gérer. Donc, toutes les présentations et les enregistrements seront disponibles et sont déjà disponibles pour les 3 présentations précédentes sur le site de l'Observatoire de la Comifac, qui est mentionné ici. Tout d'abord, bienvenue à ce 4e webinaire. Donc, pour en savoir un peu plus sur les participants, vous pouvez rejoindre le lien mentionné ici et aller répondre au pôle qui s'y trouve. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran. Non. Alors. Donc le pôle est lancé. Je ne sais pas si vous y avez accès. L'écran ne se partage pas. Donc sinon, je vous propose de mentionner dans le chat de quel pays vous venez et si vous avez déjà participé à un webinaire, si oui, auquel. Donc n'hésitez pas, même durant la présentation, à mettre en commentaire dans le chat à quel webinaire et de quel pays vous venez. Comme ça, on en saura davantage sur vous. Donc le chat qui se trouve dans la fenêtre de GoToMeeting. Donc si les participants peuvent écrire dans le chat de quel pays ils viennent et s'ils ont déjà assisté à un webinaire. Ça permet d'orienter la présentation. C'est pas grave, on y reviendra après. Donc comme toujours, on va faire une petite introduction sur l'OFAC, donc sur l'observatoire et sur le projet RIOFAC. Donc l'OFAC, qui est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, c'est la cellule technique et scientifique de la Comifac, donc de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Et l'OFAC, il a pour but d'assurer une disponibilité permanente sur les forêts d'Afrique centrale. Une information permanente sur les forêts d'Afrique centrale. Et donc l'OFAC a un site web qui est l'observatoire-comifac, sur lequel toutes les présentations sont
sont disponibles et la vidéo est enregistrée. Vous pouvez également avoir accès aux états des forêts, aux états des aires protégées. Il y a une plateforme projet sur laquelle vous pouvez ajouter vos projets. Donc n'hésitez pas à consulter le site web de l'OFAC. Et en appui à l'OFAC, il y a le projet RIOFAC qui vise à appuyer l'OFAC et qui vise à renforcer et institutionnaliser l'OFAC, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Et pour ce faire, il vous fournir des informations pertinentes, crédibles et régulières sur les forêts d'Afrique centrale. Il veut fournir ces informations au gouvernement et autres parties prenantes afin d'assurer un développement économique endogène, durable et inclusif. Et donc, pour pouvoir donner des informations intéressantes sur les forêts d'Afrique centrale, il faut pouvoir recenser ce qui existe comme type forestier en Afrique centrale. Et c'est pourquoi, dans le cadre du projet RIOFAC, on vise à développer une cartographie des types forestiers et plus largement de l'occupation du sol sur tous les pays du bassin du Congo, donc sur tous les pays membres de la COMIFAC. Donc voilà les différentes étapes nécessaires à la réalisation d'une cartographie. Et donc ces webinaires, cette série de 5 webinaires, elle couvre ces différentes étapes. Et donc le premier webinaire portait sur l'acquisition des données satellites, donc sur l'acquisition des données Sentinel-1 et Sentinel-2. Le deuxième webinaire portait sur la typologie. Donc avant de collecter les données de terrain, avant de savoir sur quoi la cartographie va être réalisée, il faut établir la typologie. Donc c'était le sujet du deuxième webinaire. Et le troisième webinaire portait sur les méthodes et les outils de collecte de données. Et donc ces collectes de données, elles permettent de calibrer les algorithmes nécessaires à la classification, et également de valider le résultat cartographique. Et donc ici, au quatrième webinaire, on va aborder cette étape phare, cette étape de classification. On va discuter des méthodes de classification et des algorithmes qui permettent cette classification. Donc comme je vois qu'il y a des participants qui n'ont encore jamais participé, on va faire un bref rappel sur le dernier webinaire, donc qui portait sur la collecte de données. Si vous voulez avoir davantage d'informations sur les 2 webinaires précédents, ou même sur les 3 webinaires précédents, vous pouvez les retrouver sur le site de l'OFAC. Donc le webinaire précédent portait sur la collecte de données. Et donc ces données, elles peuvent être utiles à 2 choses, à la calibration des algorithmes et à la validation de la carte. Et donc pour calibrer ces algorithmes, on cherche à avoir une étendue des signatures spectrales le plus large possible, donc qui couvre tous les éléments que l'on veut représenter, afin que l'algorithme puisse s'entraîner sur ce qu'il doit classer. Donc on va pouvoir calibrer les algorithmes sur ce qu'il va devoir identifier sur les images satellites. Le deuxième aspect où les collectes de données jouent un rôle important, c'est lors de la validation. Donc, une fois que le produit est créé, on veut valider, on veut estimer l'exactitude du produit en utilisant un échantillonnage statistiquement robuste pour assurer d'être objectif et indépendant dans la détermination de cette exactitude. Et donc, pour assurer un échantillonnage robuste, il faut que cet échantillonnage il soit bien réparti sur la zone d'étude. Il faut que les objectifs finaux de la carte, ce qu'on veut cartographier in fine, soient bien définis au départ. Donc il faut définir la typologie en amont de la cartographie. Celle-ci peut évoluer au fur et à mesure, mais il faut avoir une idée claire de ce qu'on souhaite cartographier. Et ensuite, il faut stratifier la région en différentes zones agroécologiques pour être sûr de couvrir l'éventail de la diversité qui existe. Donc les données, elles peuvent avoir différentes sources. On peut avoir des données collectées in situ via des applications ou via des GPS, mais également des données disponibles en ligne gratuitement comme OpenStreetMap. On peut s'inspirer des cartes existantes, donc quelle que soit leur échelle, qu'elle soit à l'échelle régionale, nationale
ou encore très locale, mais c'est une source de données pour entraîner ou pour valider les cartes. Et ensuite, on peut faire de la photo-interprétation, donc c'est-à-dire utiliser des images à haute résolution que des experts vont pouvoir interpréter et identifier ce qui se trouve sur le terrain, pour avoir donc des données afin de calibrer et valider les cartes. Donc maintenant, venons-en au vif du sujet de ce 4e webinaire, qui est la classification. Donc la classification, c'est l'étape déterminante de la cartographie. Donc c'est là où on va interpréter la radiance qui est mesurée par les capteurs, et on va interpréter cette radiance en termes de classe d'occupation du sol. Mais donc ce n'est pas une déduction directe, donc on ne classifie pas directement l'image qui sort du satellite en un produit cartographique. Il y a différentes étapes qui nécessitent des choix chaque fois déterminants. Et donc, on va avoir l'image acquise par le satellite qui va devoir être pré-traitée. Donc ça, c'était le sujet du premier webinaire. Ensuite, on va chercher à extraire des features intéressantes de ces images. Donc, on peut avoir des features extraites par objet ou par pixel. On y reviendra plus tard. Ensuite, une fois qu'on a ces features intéressantes, on va pouvoir lancer l'algorithme de classification qui va demander d'être calibré. Et ensuite, une fois qu'on a une première classification, on va filtrer la classification pour qu'elle soit plus homogène. Et on va valider ce produit afin de connaître l'exactitude. C'est seulement après toutes ces étapes, après tous ces choix conceptuels et algorithmiques, qu'on va avoir un produit final. Et donc les données d'entrée, à la fois les données de terrain qui permettent à calibrer et à valider le produit et à la fois les images satellites, vont avoir une forte influence sur la qualité du produit de sortie. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a différentes méthodes de classification. Donc on a la classification par pixel. Donc chaque pixel individuellement est analysé selon son information spectrale. Et donc de ces pixels, on va pouvoir extraire des features. Donc par exemple les indices de végétation, le NDVI. On va pouvoir utiliser directement les bandes spectrales issues du satellite. On va pouvoir extraire la texture pour essayer d'avoir une information spatiale sur le pixel. Et ensuite, on va lancer l'algorithme de classification pour sortir un produit. Une deuxième méthode de classification, c'est la classification par objet. Donc la classification par objet, elle va regrouper les pixels voisins qui ont des propriétés similaires en régions qu'on appelle des objets ou des segments. Donc il y a des algorithmes de segmentation qui vont délimiter selon la similarité, la similitude entre les pixels des objets. Une fois que ces objets sont créés, on va pouvoir extraire de ces objets la moyenne, par exemple, de la réflectance au sein de l'objet, l'écart type issu de l'indice de végétation au sein de l'objet également. Donc si, par exemple, on sait qu'une certaine occupation du sol a une grande variabilité au sein de l'objet de cette occupation du sol, l'écart type va être plus important que sur une occupation du sol qui est beaucoup plus homogène. Au sein des objets, on va pouvoir également extraire les textures. Et c'est après, avec ces features extraites des objets, qu'on va pouvoir lancer la classification. Donc ces méthodes ont des avantages et des inconvénients. Donc la classification par pixel, elle se base uniquement sur la valeur spectrale du pixel. Elle ignore l'autocorrélation spatiale. Il en résulte un effet poivre et sel. La classification par objet, elle utilise l'information de la forme, de la texture, de la valeur spectrale. Donc on tient compte du contexte du pixel. On utilise l'autocorrélation spatiale. Ça élimine l'effet poivre et sel, mais ça demande de trouver les bons paramètres de segmentation. Donc ces paramètres de segmentation, ils vont influencer la bonne délimitation de l'objet. Donc un objet mal délimité, il ne va pas représenter ce qui se trouve réellement sur le terrain. Donc ça ajoute une vraie complexité
dans la classification. Donc une fois qu'on a ces features, on va pouvoir lancer les algorithmes de classification. Et donc il existe deux types d'algorithmes de classification, les algorithmes non supervisés et les algorithmes supervisés. Donc les algorithmes non supervisés, ils vont créer des clusters d'éléments semblables. Et donc c'est des clusters de pixels qui ont des valeurs proches, des valeurs spectrales proches. Et donc l'algorithme va rassembler ces pixels en clusters. Mais ce n'est pas forcément des pixels adjacents. Pour la classification supervisée, on va entraîner l'algorithme avec des zones d'entraînement connues. Et ensuite, l'algorithme va répartir les autres éléments dans les classes déjà définies, donc dans les classes entraînées. Et donc, il va associer l'information qu'on lui a donnée pour s'entraîner avec l'information située ailleurs. Donc, il va s'entraîner avec l'information qu'on lui donne pour classer les éléments pour classer l'information sur l'ensemble de l'image satellite. Et donc, c'est ici qu'intervient la collecte de données pour la calibration, donc pour calibrer les algorithmes. Et donc, différents types d'algorithmes existent pour les deux classifications. Donc, pour la classification non supervisée, on a le K-means et l'isodata. Pour la classification supervisée, on a le maximum de vraisemblance, les arbres de décision, le random forest, sur lequel on va accorder un peu plus d'importance. On a l'artificial neural network, on a support vector machine. Donc, on va passer en revue ces algorithmes. Donc, le K-means et isodata, ce sont deux algorithmes non supervisés. Donc, comment ces algorithmes fonctionnent? On commence avec des clusters localisés aléatoirement. On attribue chaque pixel au cluster avec la moyenne la plus proche. À chaque fois qu'un pixel s'ajoute à un cluster, sa moyenne change. Et on va avoir cette répétition d'événements où des pixels vont changer de cluster jusqu'à une convergence dans, par exemple, la moyenne. Donc, lorsque la moyenne ne va plus changer entre les itérations, donc si la moyenne reste constante, qu'on lui ajoute ou qu'on lui retire un pixel, alors le processus va s'arrêter. Donc ça, c'est ce qui est commun à K-means et isodata. Le isodata va un peu plus loin. C'est un affinement principalement du K-means. Et donc, ce qui s'ajoute, c'est que si il y a une distance entre deux clusters qui est plus petite qu'un certain seuil, donc si les valeurs moyennes de deux clusters sont trop proches, alors les clusters vont être mergés, vont être rassemblés. Si, à l'inverse, comme ici par exemple, l'écart type au sein d'un cluster est trop élevé, il y a une trop grande différence au sein des valeurs de la classe, donc les valeurs au sein de la classe sont trop diverses, alors la classe sera splittée en de nouvelles classes. L'isodata va également supprimer les clusters avec un nombre insuffisant de pixels et il va réitérer jusqu'à ce que le changement de cluster soit plus faible qu'un seuil fixé. Donc le changement de cluster, ça peut être le changement de la distance du vecteur moyen du cluster, ou bien ça peut être le pourcentage de pixels qui bouge entre chaque itération. Et donc si à un certain moment, il n'y a plus le pourcentage de pixels qui bouge passe en dessous d'un certain seuil fixé, on arrête de réitérer. On passe maintenant aux algorithmes de classification supervisée. Donc il y a le maximum de vraisemblance. Donc c'est un algorithme qui se base sur des règles de décision qui utilisent la probabilité que les valeurs spectrales appartiennent à une certaine classe plutôt qu'à une autre. Et donc ici, par exemple, on a une distribution de la densité de probabilité. Donc ici, on a la classe B. Ici, la distribution de la probabilité d'appartenir à la classe A
pour certaines valeurs de la bande 1. Et donc, pour une valeur qui se trouve ici pour la bande 1, on a une plus grande probabilité d'appartenir à la classe B que d'appartenir à la classe A. Et donc, le pixel qui aura cette valeur-là en bande 1 se verra attribuer la classe B. À l'inverse, un pixel qui aurait la valeur en bande 1 qui se trouverait ici aurait une plus grande probabilité d'appartenir à la classe A et se ferait donc attribuer la classe A. On a ensuite l'Artificial Neural Network qui apprend un peu comme le cerveau de manière autonome en utilisant des données d'entraînement. Donc il essaye d'établir des liens entre les inputs et les outputs et il va répéter ces liens lors de la classification. Donc lorsqu'il aura des valeurs de pixels, il va essayer de reconstruire ce lien pour sortir la classe adéquate. On a ensuite le Support Vector Machine qui cherche à créer un hyperplan dans un espace à n dimensions qui va séparer de manière optimale les n classes. Donc en fonction du nombre de classes, l'espace aura un certain nombre de dimensions et on cherche à créer une fonction qui permet de séparer ces différentes classes. Ensuite, on a les arbres de décision. Donc les arbres de décision, c'est une succession de tests binaires et qui construit ainsi un arbre de décision pour finalement aboutir en des régions de plus en plus homogènes. Finalement, on a le Random Forest qui est une amélioration des arbres de décision. Donc ici, ça va être une combinaison de multitudes d'arbres de décision. Chaque arbre de décision va donner, on va avoir des arbres de décision différentes qui vont à chaque fois faire une combinaison différente pour classer les pixels. Et ça va permettre ainsi d'avoir une plus grande exactitude. On va revenir sur le Random Forest. Donc, comme je l'ai dit, le Random Forest, c'est un algorithme de classification supervisé. Et donc, il construit plusieurs arbres de décision. Ça va construire ensemble une forêt. Donc, chaque arbre est construit sur base d'un sous-ensemble des données d'entraînement. Donc, à chaque fois, on va avoir les données d'entraînement, donc les données qui permettent de calibrer l'algorithme. Et à chaque fois, chaque arbre va être construit sur seulement une partie de ces données d'entraînement. Donc, il va s'entraîner avec seulement une partie des données. Et il va choisir seulement une partie des variables prédictives. Donc, si par exemple, dans le premier arbre de décision, il va utiliser les premiers 25% des données d'entraînement, il va utiliser uniquement les bandes 2, 5 et 7 pour construire son arbre de décision. Ensuite, chaque arbre de décision va donner une classification. Et c'est la classe avec le plus de votes, sur base d'une majorité simple, qui va être choisie. Donc ici, le schéma représente bien. Donc il va y avoir différents arbres de décision qui vont se construire, à chaque fois avec des données d'entraînement différentes, et à chaque fois avec des variables prédictives aléatoires différentes. Et donc pour chaque pixel, les différents arbres de décision vont donner une classification. Et sur base d'une majorité simple, c'est la classe qui obtient le plus de votes qui sera définie. Et donc ce Random Forest, comme il construit plusieurs arbres décisionnels et qu'il les fusionne, ça permet d'avoir une prédiction plus précise et surtout plus stable. Et donc pour l'instant, nous on va utiliser cet algorithme de classification de Random Forest pour la réalisation de la carte, car il a une grande précision par rapport aux algorithmes actuels qui existent. Il est efficace sur une grande base de données. Il peut inclure des milliers de variables si nécessaire, donc on peut ajouter plein de fichures supplémentaires sans que ça pose aucun problème. Il faut seulement fixer 2 paramètres, donc fixer le nombre d'arbres qu'on veut qu'ils sortent et le nombre de paramètres de prédiction à chaque nœud.
Et alors, il n'y a pas d'overfitting avec le random forest. Donc, l'overfitting, c'est quand l'algorithme surapprend. Et donc, il va commencer à apprendre des patterns qui ne sont pas liés au problème, mais qui sont par exemple du bruit. Et donc, ensuite, il va être tellement complexe qu'il ne va pas être possible de le généraliser. Donc, ça va donner des mauvais résultats de classification. Et donc, on n'a pas ce problème d'overfitting avec le random forest. Donc, une fois que la classification est faite, comme je vous l'ai dit, on va faire le post-traitement, donc il peut être fait de manière différente, mais on peut notamment utiliser les objets créés au préalable pour ensuite faire un vote majoritaire au sein de ces objets. Et donc, par exemple, pour une classification ici par pixel qui est très bruitée, on va appliquer le vote majoritaire dans chaque polygone afin de lisser la classification par pixel et d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Mais cela demande donc d'avoir les limites des segments, les limites des objets qui soient correctes pour ne pas diminuer la qualité de la classification. Donc voilà, on a couvert les différentes étapes de la classification. Je ne sais pas s'il y a d'éventuelles questions. Donc vous pourrez réécouter le webinaire en ligne sur le site de l'OFAC. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. S'il n'y a pas de questions, alors je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le jeudi 24 octobre 2019 à 14 h, heure de Yaoundé et Kinshasa. Et pour le 5e webinaire, pardon. Et ce 5e webinaire portera sur les méthodes de validation de la classification. Donc une fois que la classification est réalisée, comment est-ce qu'on valide cette classification? Et donc, je pense que vous avez tous communiqué votre adresse mail. Non, vous n'avez pas communiqué votre adresse mail. Donc, si je peux vous demander de mettre dans le chat votre adresse mail afin qu'on puisse vous tenir informé concernant les prochains webinaires et les autres formations. Et alors, si vous voulez me contacter, que ce soit pour d'éventuelles questions ou contributions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse. Merci pour l'adresse email. Merci pour les adresses email. Il en manque encore une. Donc, est-ce que Claude, vous pouvez mettre votre adresse email dans le chat afin qu'on puisse vous recontacter et vous tenir informé des nouvelles concernant les webinaires et les formations? Super, merci. Et donc, vous n'avez pas de questions? On va alors clôturer ce 4e webinaire et on se retrouve le jeudi 24 octobre pour parler des méthodes de validation. Merci beaucoup, au revoir.